Bonjour, Madame, Monsieur. Je vais essayer de vous intéresser à la fonction commerciale de la région. Je vais d'abord vous proposer 3 thèmes. Le premier va viser à parler rapidement de l'état de la fonction commerciale. On ne va pas dramatiser à l'infini, mais on va donner un portrait relativement valable de la région. 2, je vais vous présenter quelques tendances municipales que j'observe, moi, à travers le Québec. Je me déplace un peu partout, Rive-Nord, Rive-Sud, en haut, en bas, etc. Donc, il y a plein de petites choses intéressantes qu'on note dans les municipalités en rapport avec la fonction commerciale. Puis 3, peut-être parler de certains nouveaux comportements qu'on voit apparaître liés au commerce de détail, autant du côté du commerce que du côté de certaines villes aussi. Alors, premièrement, bon, ne soyez pas là, époustouflés devant ça, je vais vous la digérer rapidement. Quand on parle d'une offre commerciale, on peut parler de commerce. Moi, dans mon cas, je suis obligé de les catégoriser en différents domaines. On parle environ d'une dizaine de catégories commerciales. Et dans ces 10 catégories-là, il y en a 6 qui particulièrement font affaire ou reflètent davantage ce qu'on appelle une économie de proximité. C'est-à-dire que les gens chez vous magasinent chez vous et ils devraient magasiner normalement dans ces 6 catégories-là, dans la mesure du possible. Oui, il y a toujours des cas particuliers où les gens vont aller ailleurs, vont commander sur Internet, mais essentiellement, ce sont les 6 catégories de base. La demande commerciale de la MRC, elle est estimée à 913 millions. C'est beaucoup d'argent, puis elle va grandir constamment aussi. Alors, dans ces 6 catégories commerciales, ce que l'on voit ici, ça se trouve à être dans les faits, je dirais la valeur de la demande sur la demande totale. Puis à droite, ce que vous voyez, c'est l'offre, c'est la proportion de l'offre qui couvre la demande. En d'autres termes, vous avez une demande alimentaire ici qui représente 29 % de 900 millions, mais dont l'offre est estimée à 53 %. On n'a pas le maximum de ce qu'on pourrait avoir. Donc, il nous manque 50 % en alimentaire, il en manque 45 % en services personnels, il en manque en restauration, puis bon, un peu moins dans d'autres catégories. Donc, il y a une pénurie relativement importante au niveau de l'offre commerciale sur le territoire, ce qui vous ne surprend pas, j'imagine, certainement, mais qui a comme effet, certainement, d'avoir une dépendance commerciale envers d'autres centres de façon systématique. En d'autres termes, les régions avoisinantes se grossissent, en fait, grâce à votre patronage. 2, l'offre locale ne réussit pas à couvrir les besoins de base de la demande. Alors, quand on parle de l'offre locale, on parle d'une offre de 300 millions sur le territoire. Alors, par rapport à une demande de 900 millions. Alors, c'est clair qu'il y a des investisseurs qui, s'ils avaient ces informations-là, d'ailleurs, ils ont à peu près jamais, parce que c'est très spécifique de faire ce genre d'exercice-là. On ne diffuse pas ça dans les médias. Ce sont par contre des informations qui vous sont disponibles et puis qui permettent d'aller voir des promoteurs et de dire, écoutez, moi j'ai un bassin de consommation important et pour lequel on n'a pas une offre suffisante pour répondre. Est-ce que c'est possible d'envisager pour vous autres une étude plus spécifique peut-être qui viendrait déboucher sur des implantations locales, combler des locaux vacants, etc. Alors donc, ça favorise également donc des déplacements obligés importants. Je l'ai vu quand je me suis revenu ici, qu'il y en a des déplacements quand on sent ici. Il doit en avoir aussi dans la semaine, etc. Donc, si on peut limiter les déplacements en ayant une offre locale plus intéressante, plus étoffée, je dirais, ça vaudrait la peine. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il y a moins d'offres, l'offre est limitée puis la demande est limitée? En termes de superficie, parce qu'on parle de superficie d'implantation, techniquement, quand on regarde les besoins à combler, les besoins urgents qui ont rapport à l'alimentaire notamment, on parle de 14 000 mètres carrés. C'est 140 000 pieds, ça fait des gros supermarchés, ça. Alors, il en manque plusieurs sur le territoire. C'est pas qu'il manque 3 gros supermarchés, mais il manque des petites superficies. Petite superficie sur l'ensemble du territoire. De temps en temps, il y a besoin d'un plus gros. Et donc, en termes d'urgence, si on avait à dire qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les détails du domaine alimentaire, puis on se dit qui sont les joueurs vers qui je peux aller. Alors, dans la majorité des villes ou des territoires urbains, qui dispose d'un service de développement commercial, spécifiquement commercial. Alors, il y a un groupement qui s'appelle le GIAC, le groupe d'intervention en armature commerciale, qui réunit à peu près 30 à 40 municipalités MRC au Québec et dont le seul intérêt, la seule fonction, c'est de se rencontrer pour échanger des pratiques de recrutement commercial. En d'autres termes, comment ça marche, qu'est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on travaille de la même façon avec une bannière, une franchise, un indépendant, est-ce qu'on doit se lancer pour aller chercher un Costco, par exemple, sur le territoire?
La réponse est non. Alors, mais l'essence de la chose, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences qui datent de boucler à plusieurs années. Et il y a des bottins aussi qui existent pour pouvoir identifier à qui il faut parler. Le problème, c'est qu'on dit on veut une pharmacie. Il y a 6 formats de pharmacie. Il y en a de 17 000 pieds carrés, puis il y en a de 500 pieds carrés. Alors, à qui doit-on s'adresser? Alors, il y a des bottins qui existent qui nous permettent d'identifier le responsable. Et ce bottin-là est justement fait notamment à l'intention des centres commerciaux, mais il est fait aussi auprès des propriétaires immobiliers et de tous ceux qui s'intéressent au développement commercial. Donc, il y a des 27 000 mètres carrés qui seraient importants de développer. On a fait des catégories pour dire on ne fait pas tout la première journée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau régional, on parle de 115 000 mètres carrés qui serait intéressant. Qu'est-ce qu'un niveau régional? Ce sont ces commerces que vous fréquentez, vous, à l'extérieur, dans le fond, et qui sont d'usage régional. Oui, il y a des Walmart, il y a des Canadian Tire, mais il peut aussi y avoir des commerces axés sur le vêtement, parce que le vêtement est une tribu qui n'aime pas être seul. OK? C'est pas des hommes de bois, c'est des gens qui aiment être ensemble pour pouvoir se protéger l'un l'autre, pour pouvoir bénéficier, dans le fond, de l'effet de masse critique, d'avoir plusieurs commerces qui se complètent les uns les autres. Donc, la notion de complémentarité est importante et qui forment un ensemble souvent important. Souvent, ça représente jusqu'à 70 % de la superficie d'un centre commercial. Il ne s'en bâtit plus de centre commercial. Le dernier a été bâti, je pense, en 1984 dans la région de Calgary. Alors, les centres commerciaux sont aussi très âgés. On parle d'environ 70 ans. Alors, ils sont à l'âge de la retraite et on commence à voir apparaître beaucoup de projets de requalification urbaine, de reconversion et de mixité d'usage dans les centres d'affaires parce que ça permet aux propriétaires de redonner une valeur financière plus élevée à leur propriété. C'est aussi une pression de leurs investisseurs qui sont souvent des fonds de pension dans leur cas. Alors, l'idée, c'est pas de dire on va bâtir quelque chose qui ne se fait plus, c'est qu'on va construire quelque chose qui va servir les intérêts de la population. Et ça, c'est un argument intéressant qui pourrait dire, ben, on va mettre avec ça peut-être une clinique, ou peut-être on va mettre une institution d'enseignement, on va peut-être mettre d'autres types d'usages en même temps, de telle sorte qu'on va faire un usage ce qu'on appelle multifonctionnel. Donc, le centre commercial n'est plus juste un centre commercial intéressant, il devient un centre communautaire ou un centre de destination sur le territoire. Alors donc, il y a des besoins à combler. Encore une fois, si on ne comble pas ces besoins-là, la région va être constamment tiraillée vers les régions avoisinantes qui vont vous siphonner systématiquement votre clientèle. À terme, l'effet que ça peut avoir, c'est que si je ne réussis pas à trouver ce que je cherche dans ma propre région, pourquoi je continue de rester ici? Si je peux passer mon temps à sortir. Alors, on s'aperçoit que dans les nouveaux projets immobiliers qui apparaissent d'une certaine ampleur, je vous parle de projets de 3, 4, 5 000 logements, oui, il y en a encore de ces types de projets-là. Les demandes des villes qui visent à créer ce genre de projet insistent sur une programmation commerciale adéquate qui va contenir maintenant des services de proximité, des cliniques, d'autres types d'établissements, de telle sorte que ça va faire ce qu'on appelle un projet intégré et pour pouvoir offrir à la population une raison d'être. Souvent, le fait de se chercher une nouvelle résidence, outre les contraintes techniques de déplacement, implique aussi d'avoir un lieu dans lequel il fait bon vivre. Tu sais, cette notion d'ambiance, je ne sais pas si vous regardez les projets ou les plaques promotionnelles de tous ceux qui font des projets de développement, il y a toujours cette ambiance, tout le monde est à pied, tout le monde est bien installé sur une petite terrasse, il y a toujours des choses bien originales à faire. Il n'y a jamais de subway qu'on voit dans les images, il n'y a jamais de mics, et puis etc. C'est tous des indépendants. Alors, cette idée d'ambiance, dans le fond, de magasinage, de pouvoir errer, de pouvoir prendre son temps, guillemets, c'est le souhait de beaucoup de gens. Et quand on présente un projet d'ambiance dans une fonction, dans un domaine urbain, c'est toujours très apprécié quand c'est réussi, alors, quand on réussit à le faire. Donc, des besoins importants à combler localement. L'enjeu, peut-être, ici, c'est, curieusement, c'est d'identifier un lieu particulier où on pourrait réaliser ça. Alors ça demeure le défi sur le territoire de pouvoir gérer ça. Il y a déjà des manquements, il y a de la rareté, il y a déjà des difficultés à avoir des commerces de base. Puis en plus, la région va encore grandir de 15 % d'ici 2031. Alors, donc, on va exacerber davantage la pression au niveau de la fonction commerciale. Alors, c'est important de pouvoir s'y intéresser. Il y a d'autres raisons, je vais les mentionner tantôt, pour lesquelles s'y intéresser, ça vaut la peine. Alors, donc, il y a une pression importante, là, ici, au niveau de la démographie qui va créer des besoins importants. On ne veut pas que les gens s'habituent à la Joliette ou s'habituent d'aller systématiquement à Terrebonne ou à Mascouche pour pouvoir s'approvisionner. Ils pourraient le faire localement. En termes de stratégie commerciale, si on veut rester là avec notre œillère, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ça? Techniquement, les approches sont assez simples dans ça.
on ne veut pas commencer à aller chercher des gens qui vont remplacer ceux qui sont déjà en place. Donc, la première des choses à faire, souvent, c'est discuter avec les gens déjà en place en disant « Hey, j'ai des données, j'ai de l'information, j'ai du potentiel de marché, est-ce que ça t'intéresse? » J'avais vu ça dans des municipalités où les gens dans le domaine du vêtement avaient réussi à se réunir entre eux, puis on leur avait dit « Voici les problèmes qu'on a, voici ce qui nous manque sur le territoire. » Il y en a, c'était toutes des marchands de vêtements différents. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour aller, dans le fond, combler cette demande-là? Plus souvent qu'autrement, les gens sont prêts à collaborer et à participer entre eux parce qu'ils voient un avantage de travailler ensemble. Alors, dans le cas des opportunités, ce qui est toujours intéressant là-dedans, c'est de présenter ça à ceux qui sont déjà en place puis voir quels sont les obstacles qui les empêchent, entre guillemets, à s'implanter ou à s'agrandir ou à faire une deuxième succursale ou une troisième succursale. Alors, des fois, ça vaut la peine. C'est le fun d'avoir un gros commerce, mais des fois, ça peut être plus rentable d'avoir, par exemple, 6 lunetteries de 1500 pieds carrés que de tenter d'attendre d'avoir une lunetterie de 8000 pieds. Alors, donc, dans ce sens-là, en termes de recrutement, ça nous amène à fédérer certaines occasions d'affaires. Alors, en disant, quand on regarde ce qu'il y a comme besoin sur le territoire, et ça a été identifié pour chacune des municipalités chez vous, quels sont tous les besoins spécifiques en termes de superficie, on peut à ce moment-là identifier un joueur global et faire des présentations à ce joueur en disant, voici, moi j'ai 6 territoires pour lesquels j'aurais une opportunité d'implanter des commerces. Vous allez me dire, oui, non, ça se fait pas. En fait, il y a une bourse commerciale qui existe au Canada et qui s'appelle des ICSC, c'est International Council of Shopping Centers. C'est un regroupement qui est international. Il y en a un en Amérique, il y en a un en Asie, il y en a en Europe. Mais ici, au Canada, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils font 3 rencontres dans l'année, une à Vancouver, une à Toronto et une à Montréal. Ça se tient habituellement au mois de juin. On est tombé dans la pandémie cette année, il n'y a pas eu lieu. Mais essentiellement, c'est un regroupement de bannières et de courtiers immobiliers ou de propriétaires dans lesquels on a des rencontres, en fait, à tous les 7 minutes ou 10 minutes. Fait que vous pouvez avoir comme 15 rencontres dans votre après-midi, mais vous rencontrez 15 courtiers immobiliers qui, eux, font des affaires peut-être avec 23 bannières. Parce que les bannières qui disent, moi, j'ai pas le temps d'avoir des ressources professionnelles en immobilier, entre guillemets, donc je vais sous-traiter ça à des courtiers qui sont spécialisés. Puis non, c'est pas Remax de ce monde qu'on rencontre, c'est des commerces un peu plus particuliers, des NAI de ce monde, par exemple. Et là, vous pouvez faire des présentations, et les gens du GIAC se font un plaisir d'y aller à chaque année, et là, ils rencontrent une folie furieuse de promoteurs de toute nature. Puis là, on n'a comme pas grand temps pour leur dire « j'ai de l'intérêt sur mon territoire, j'ai un marché de temps, voici. » Eux vont mettre en pratique, vont lancer l'initiative, ils vont en parler avec leurs gens, puis ensuite, il y aura des suivis. Oui, ils vont aller vous visiter, ils vont aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ils vont voir les locaux. Moi, je me souviens d'avoir fait une étude auprès de bannières au Québec. J'avais appelé une trentaine de bannières pour dire quels sont les critères, dans le fond, qui vous intéressent quand vous parlez de localisation commerciale. Est-ce que les centres-villes, c'est quelque chose que vous rejetez du revers de la main ou vous préférez uniquement les centres commerciaux? À ma grande surprise, ils m'ont tous répondu non. Au contraire, les centres-villes sont plus intéressants pour nous autres parce qu'il y a plus de monde, le monde est plus varié, les locaux sont plus grands qu'on trouve à ce moment-là dans les centres commerciaux, et puis ensuite, les baux sont plus négociables. Donc, c'est juste ça, ils ont trouvé vraiment de l'intérêt là-dedans, mais personne ne vient nous voir. Alors, donc, personne ne va les rencontrer. Donc, ces gens-là continuent d'aller vers le plus facile. C'est normal. On va vers le centre commercial. Donc, fédérer les occasions d'affaires est une opportunité ici de fonctionnement. Et puis, 3, le démarchage, le recrutement. Bien évidemment, ça peut se faire via le GIAC, ça peut se faire de 1 à 1. C'est sûr que c'est pas facile de partir avec une valise et de dire bonjour. J'ai 2500 pieds à louer, c'est dans le 2e étage, et puis c'est à telle place, puis quand est-ce que tu rouvres? Alors, c'est clair que ça prend plus de temps, mais en parlant notamment avec les gens qui sont plus orientés de façon économique dans le territoire, c'est surprenant la rumeur qu'on peut faire lancer un sur « voici les besoins que j'ai dans mon territoire ». Donc, en bref, stratégie commerciale, pour ceux qui veulent appliquer ça sur le terrain, sont les 3 grandes activités. Il n'y a pas de magie dans ça. 2, je vais vous parler un peu de certaines tendances. Dans la tendance, une des particularités, puis je pense que j'en ai déjà mentionné à certains d'entre vous, la première, c'est la présence de la CPTAQ sur le territoire du Québec. Ça nous met dans une position qui est extraordinairement unique à travers le monde entier. En ce sens qu'il n'y a pas d'endroit où on est obligé de grandir aussi rapidement que ça qu'ici. En d'autres termes, on n'est pas comme en Europe où on se dit, bien, ils ont pris le temps de se développer, de faire des petits trucs, de développer du commerce, etc. On est obligé de subir cette croissance-là de façon extrêmement rapide pour en arriver à découvrir qu'on n'a plus de place, on a de moins en moins de place. Oui, il y a des villes qui ont encore beaucoup d'espace, c'est vrai, mais pas toutes les villes. Et toutes les villes qui ont de moins en moins d'espace, on s'aperçoit que
quand on a un horizon temporel de 5 ans où le taux d'absorption des terrains fait qu'on n'aura plus rien à vendre ou on n'aura plus rien à développer tantôt, là, on commence à se demander, mais qu'est-ce que je vais insérer dans mes espaces vacants? Là, tout d'un coup, on a une demande du gouvernement du Québec pour, par exemple, une école. On a une demande privée qui veut faire une clinique. On a une demande d'un domaine investisseur privé qui veut faire quelque chose d'autre, entre guillemets. Fait que là, la question, c'est qu'il faut jauger, dans le fond, les opportunités qui sont sur le territoire en disant quel est ce qu'on appelle le best and highest use. Vous avez entendu ça sûrement de la part de promoteurs immobiliers. Mais il y a un best and highest use aussi dans le domaine urbain. En d'autres termes, vous, votre vision du territoire est sur 500 ans. La vision d'un privé est sur 30-40 ans, entre guillemets. Puis techniquement, cette vision arrête à la fin de son terrain. Alors, lui, il ne vaut pas d'autre chose que ça. Vous, votre territoire est plus large, il est plus complexe. Les incidences, les relations entre les fonctions urbaines sont plus lourdes, sont plus difficiles à gérer. Donc, vous devez porter une attention un petit peu plus précise, je dirais, sur quels sont les usages qu'on devrait avoir sur notre territoire. Puis oui, le territoire se transforme, puis évolue, puis il change. Ça, c'est normal. Mais dans le cas de la réalité immobilière qui est limitée en termes d'espace de développement, c'est pour ça qu'on commence à voir maintenant des projets de requalification immobilière. Vous en avez vu, peut-être que vous en avez dans votre territoire aussi. Essentiellement, c'est on reprend quelque chose et puis on le démolit, on rebâtit puis on fait d'autres choses avec. Il y a des projets qui sont plus intéressants que d'autres. Il y a des Canadian Tire, souvent qui déménagent pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut réallouer l'espace. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on garde le bâtiment ou pas? Dans d'autres cas, c'est de reprendre tout simplement des terrains puis de les remettre en valeur. Donc, il y a beaucoup de ces projets-là actuellement qui sont en train de mobiliser le territoire. Je vous dirais que le long de la 117, dans les Laurentides, je connais une multitude de municipalités qui sont toutes à la recherche de comment on va optimiser le développement ou le redéveloppement des espaces vacants, dont le développement s'est fait un peu à la pièce. Là. Oui, ici, ça, oui, ici, ça, oui, ici, ça, etc. Alors, on est en train de revoir de façon plus spécifique les usages de chacun des espaces pour augmenter la valeur foncière, notamment. 2, un objectif d'autonomie. Objectif d'autonomie, beaucoup de municipalités s'interrogent sur, écoute, j'ai envie du commerce de détail, mais qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir satisfaire les besoins de base de ma clientèle? Ce sont les 6 catégories que je vous montrais tantôt en termes de besoins de proximité. Oui, de la variation dans qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, mais essentiellement, ces gens-là s'attendent à avoir, dans le fond, une infrastructure ou un parc commercial de base qui satisfait aisément la clientèle locale et qui donne souvent je dirais que donne des résultats intéressants. Par exemple, quand on a beaucoup de commerces alimentaires, ou ce qu'on appelle les commerces de bouche. Le commerce de bouche, c'est un terme français qui signifie qu'il y a des vendeurs artisans, en quelque sorte, là, à l'intérieur du magasin. Donc, un boulanger, c'est une belle représentation de ça. Alors, quand on a ce genre de commerce-là, on voit apparaître une certaine densité, donc, de talents, mais on voit que ça attire aussi d'autres types de talents. Là, on va avoir des boulangeries spécialisées. Évidemment, on n'est pas à New York, mais à New York, il y a des boulangeries qui vont faire des éclairs au chocolat. Ils vont faire juste des éclairs au chocolat. Là, il faut le faire, une boutique spécifique où les gens attendent en ligne à l'extérieur, pas à cause de la pandémie, OK, parce que c'est populaire et que les gens aiment ça, mais c'est genre juste des éclairs au chocolat. Alors, donc, quand on arrive avec une certaine masse critique, on peut développer, donc, des nouveaux concepts d'affaires. 3, des nouveaux revenus. Essentiellement, la pandémie vous en a coûté. Alors, vous en a coûté parce qu'il y a eu des fermetures d'événements, de pas de glace, il y a des bibliothèques, donc il y a une diminution de revenus. Ça vous en a coûté pour pouvoir mettre en place des processus de gestion, entre guillemets, de la pandémie. Faites peut-être des rapports de taxes, il manque un peu de sous. Mais essentiellement, la notion de nouveaux revenus, c'est de trouver des nouveaux canaux de flux de revenus qui vont durer pendant 30-40 ans. La fonction commerciale se prête drôlement bien à identifier des nouveaux flux de revenus. Pourquoi? Parce que c'est une fonction, comme on le voit, qui est souvent déficitaire dans beaucoup d'endroits. Il n'y a pas de région où il y en a à plein. Là. Il y en a quelques-unes, mais rares sont ces régions. Il manque toujours quelque chose. Maintenant, quand on comble ces besoins-là, évidemment, ça crée des implantations, donc ça crée de la construction, ça crée de l'emploi qui est associé à ça. Et puis, ces nouveaux revenus peuvent plus facilement émerger. Quand je parlais de requalification immobilière, ça crée des nouveaux revenus parce qu'on vient augmenter la valeur du centre commercial. Les propriétaires de centres commerciaux le font justement parce qu'ils voient leur portefeuille diminuer en termes de valeur, parce qu'ils mesurent ça chaque année. Et puis, ils se disent, à un moment donné, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, mais je ne connais pas ça. Moi, je connais juste le commerce de détail, ou je ne connais pas le résidentiel. Là, souvent, ils s'associent, puis on va voir des taux à bureau. Alors, Cominard, qui a acheté les centres commerciaux, par exemple, de Ivanhoe Cambridge au Québec, ils en ont 5-6 sur lesquels ils ont déjà déclaré qu'ils étaient pour faire des requalifications en ajoutant des édifices à logement sur le territoire. Et là, l'édifice à logement, c'est vite dit, parce qu'il n'y a pas qu'une sorte de logement, il y en a plusieurs sortes de logements. Fait que là, on commence à voir apparaître toutes sortes d'études pour pouvoir justifier des 1 logement, des 2 logements. La Ville de Montréal voulait, par le quartier Griffintown, faciliter l'émergence de logements associés à la jeune famille.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent développer une famille de 3-4 enfants au 8e étage avec un balcon grand comme la moitié de la Seine. Et puis, donc, ces gens-là ont quand même plus de difficultés. Fait que les gens tendent à s'expatrier un peu plus loin pour avoir accès à de l'espace. Mais ils ont réussi à le faire avec l'ETS puis un paquet d'étudiants. Donc, il y a des types de projets qui fonctionnent bien, mais on voit que la fragilité de la fonction résidentielle est telle qu'il faut vraiment prendre son temps pour bien étudier les besoins là-dedans. Alors, par exemple, au Québec, on manque beaucoup de logements locatifs. Pourquoi? Parce qu'on a tellement mis l'emphase sur le condo qu'à un moment donné, bien, les jeunes qui quittent la famille, ils ne peuvent pas s'en aller à condo du jour au lendemain puis dire « Ah, c'est le fun, j'ai 21 ans, j'ai une job, je travaille au supermarché, je vais m'acheter un condo de 325 000. » Alors, je pense qu'ils ne passent carrément pas au crédit. Alors, donc, on a besoin comme d'une place intermédiaire, puis le logement locatif devient intéressant à cet effet-là. Alors, donc, des nouveaux revenus, donc, au niveau de la création d'opportunités, vous avez connu certains programmes de relance immobilière au niveau commercial, c'est le rénovation de façade. Le programme montréalais le fait sur beaucoup d'endroits, beaucoup de SDC. Il s'agit de dépenser des sous pour subventionner des rénovations qui vont améliorer le tissu immobilier puis qui vont générer effectivement des taxes supplémentaires. Ça, c'est une manière de le faire. Mais il existe une série de mesures intéressantes qui peuvent être considérées à se dire qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans notre territoire qui générerait peut-être des flux supplémentaires de revenus associés à l'immobilier. Donc, il y en a beaucoup. Ces tendances-là ont généré certains principes d'aménagement. C'est beau dire on va refaire puis on va réaménager, mais comment on le fait? La première des choses qu'on constate dans beaucoup de municipalités, c'est qu'on cherche à insérer des services de proximité. Qu'est-ce qu'un service de proximité? Un notaire, un avocat, une clinique dentaire, etc., un bureau de médecin, ce sont des services de proximité. Pourquoi? Parce que ce sont des services qui grandissent avec la population locale. Si le CN avait ce genre de réflexion-là dans les années 50-60, quand il parlait de développement économique, il disait que quand on fait un arrêt dans une station, on crée 0,3 dentistes, par exemple, alors pour stimuler l'activité à ce moment-là. L'insertion des services de proximité est intéressante parce que les gens qui sont dans le bureau sont mal servis. Ils sont mal servis, il n'y a pas de bureau qui est fait pour eux, c'est difficile à capter, à comprendre comment ce marché-là est diffusé dans notre territoire. Or, il y a moyen de le faire. Moi, j'ai initié une méthodologie qui permet d'identifier comment est-ce qu'on a besoin de médecins, comment est-ce qu'on a besoin de traiteurs hypothécaires, de courtiers immobiliers en fonction de la population. Ça se fait, ça se voit, je l'ai testé. Alors, les services de proximité, c'est d'identifier donc des promoteurs qui seraient prêts à dire « Je vais mettre en marché des petits bureaux. » Tout simplement, ils vont regrouper ces gens-là sur 2, 3, 4 étages. Idéalement, au 2e étage dans le centre-ville, parce qu'on ne les veut pas en rez-de-chaussée. Pourquoi je ne les veux pas en rez-de-chaussée? Parce que ça agit comme une goutte d'huile. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce de Dove, l'ancienne annonce de savon qu'on met dans l'eau chaude, etc., puis la crasse fait ça. Là. Bon, bien, remplacer ça par un service au rez-de-chaussée, ce qui s'en va, c'est la clientèle. OK? Parce que la clientèle cherche à avoir des effets croisés avec un commerce puis un autre commerce. En d'autres termes, si je vais au supermarché ici, je vais peut-être aller à la pâtisserie, je vais peut-être aller à la boulangerie, je vais peut-être aller à la SAQ ensuite. Donc, il y a ce qu'on appelle la fréquentation croisée. Si vous mettez des services, ça diminue ou ça ralentit ou ça amoindrit le rythme, entre guillemets, commercial. Fait que dans les cas de centre-ville dense, on les préfère aux étages dans la mesure du possible. Mais les services de proximité sont toujours aussi intéressants parce que si on fait des immeubles dédiés à ces gens, ça fait une base de consommation importante aussi localement, notamment en restauration. Une précision dans les usages commerciaux, bon, je ne vais pas tomber dans le technique, mais essentiellement, ça a rapport avec les règlements d'urbanisme. Ce qu'on s'est aperçu, c'est, à travers beaucoup de villes, c'est qu'on a un règlement d'urbanisme à travers toute la municipalité, et puis c'est one size fit all, en d'autres termes. C'est ça qui s'applique partout. On commence à voir, dans la création de quartiers de certaines municipalités, je suis un quartier ceci, un quartier là, je suis un quartier des affaires, on s'aperçoit que tout ne va pas partout. Alors, d'autres termes, il y a certains usages qui vaudraient la peine d'être maintenus là, mais pas à d'autres endroits. On commence à voir, donc, on pourrait avoir une segmentation dans la réglementation de quartier à différents endroits sur le territoire. Et ça permet d'optimiser les usages. Ça permet aussi de diminuer les incompatibilités qu'on peut avoir entre j'ai un beau garage de débossage, mais j'ai un article qui vend de la décoration tout à côté. Alors, il y a de ces genres d'iniquités qui ne fonctionnent pas bien, même visuellement, juste de voir si ça un petit frisson intérieur, mais essentiellement, c'est de se dire, bon, ben ça ne marche pas, là, il faut qu'on fasse un peu plus d'usage, un peu plus de bon sens là-dedans. Fait que donc, on commence à avoir des précisions dans les usages commerciaux. Là où je fais référence à ceux qui ont, par exemple, des villages touristiques, ben, c'est sûr qu'on ne veut pas de bas d'échappe en plein milieu du village touristique, on n'en veut surtout pas 4, un côté de l'autre. OK? Alors ça fait un beau paysage en entrée, là, sur la devanture. Là. Alors, donc, on commence à voir qu'il y a des PPA puis des PIA, entre guillemets, qui commencent à s'installer, des PPU surtout, des plans particuliers
immobilier d'urbanisme pour permettre justement de doser un petit peu la fonction sur le territoire. Donc, on l'aménage en quelque sorte. Tu sais, c'est comme de dire, écoutez, vous avez eu 2 enfants, les chambres des enfants sont là, ils sont partis. On ne va pas continuer de garder le mobilier d'enfants si on veut commencer à louer ça à d'autres personnes maintenant. Tu sais. Alors, donc, on commence à modifier le mobilier, puis on fait de l'aménagement en fonction de ça. L'optimisation de la fonction commerciale, essentiellement, ça fait référence ici à du best or high use, ce que j'ai dit tantôt. Puis ça, c'est pas une fois c'est fait, puis on s'en débarrasse par la suite. Au contraire, c'est quelque chose qui est évolutif de façon constante. Alors, il y a des modes, c'est pas à tous les 2 ans, mais à tous les 5-6 ans, il y a des choses qui apparaissent, puis etc. Les chocolatos, gélatos, etc., ça n'existait pas il y a 8 ans, etc. Là, on en a un peu partout. Est-ce que dans 8 ans, ça va être encore là? Probablement pas. Alors, donc, il y a comme des modes. Donc, on cherche à optimiser les usages le mieux possible à l'intérieur du territoire. Donc, ça prend une certaine vision du territoire, une certaine connaissance, oui, un petit peu de données aussi pour pouvoir suivre ça dans le temps. Alors, puis l'optimisation des revenus fonciers, ben voilà. Alors, oui, on a ce qu'on a comme revenu. Pourrait-on faire plus? Parce que, tu sais, si je parlais tantôt de diminution d'espace disponible, bien, ça va finir par étouffer les revenus. En d'autres termes, on ne peut pas en chercher davantage, là. Oui, vous pouvez toujours tenter de taxer davantage les résidents. Bonne chance. OK? Mais oui, on peut toujours taxer davantage le commercial et l'industriel parce qu'ils ne feront pas de manifestation. Nous, l'industrie, on est trop taxés. Je pense que non. Ils ne feront pas ça non plus. Mais il y a des manières d'optimiser la fonction de taxation ou de revenus d'usage par des initiatives qui vont donner de la valeur ajoutée aussi sur le territoire puis qui ne vont pas caper, en d'autres termes, les revenus fonciers de la municipalité. Dans le fond, la municipalité, dans ses principes d'aménagement, quand on les poursuit, on s'aperçoit qu'on reste dynamique et qu'on continue de toujours mettre en branle des idées, des changements qui vont dans le sens de l'évolution du territoire. Il y a certaines actions que, là, je vais un petit peu plus profondément, là, qui peuvent être envisageables par des municipalités. L'acquisition de terrain pour requalification. La loi vous donne un pouvoir assez étendu en termes de gestion de l'espace sur votre territoire. Parfois, ça peut aider le développement en achetant un terrain puis en le rendant prêt, par exemple, à être utilisé, soit en démolissant une bâtisse, soit en le dépolluant, soit en ajoutant des services, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui existent de ce côté-là, dans la mesure où le budget existe, évidemment. Incitation financière à la valorisation immobilière, j'en ai parlé tantôt. Il s'agit des programmes que vous pouvez mettre en place pour améliorer le cadre bâti. Il est toujours utile de faire une petite enquête avant auprès des gens que vous visez par ce programme-là, pour voir s'ils sont intéressés. Je me souviens d'avoir assisté à un conseil municipal à la présentation du projet devant les propriétaires immobiliers. Puis donc, on a mis en place ce projet-là pour vous aider. C'est une bonne idée. Non! Ils ont tous dit non. Ça valait fou. Alors, parce que là, il n'avait pas été préparé, il n'avait pas été visité, on ne leur avait pas parlé des opportunités de ça, fait que le programme est tombé à l'eau. Programme de relocalisation sur le territoire. Vous savez, la ville, c'est pas bâti en une journée de la même manière. Donc, il y a des ajouts au cours du temps qui font que, dans certains cas, on a encore un beau dôme là, métallique, là, alors dans lequel il y a des creuseurs de trous, puis des pépines, etc., qui étaient là dans le centre-ville. Puis, on les a entourés. Une façon plus jolie de le dire, c'était les 5, 10, 15 dans le temps. Là. Alors, dans d'autres termes, qui étaient à l'extérieur de la ville, puis là, on les a entourés, la ville. Là, il fallait qu'ils sortent. Ils n'étaient plus pertinents sur le territoire. Là aussi, il existe des subventions qui permettent souvent de relocaliser une entreprise sur le même territoire, pas dans l'autre ville, pas dans l'autre MRC, mais qui permettent de dire on va relancer la chose. Des fois, il y a des belles expériences qui sont faites là-dessus, dans certaines villes, où, au contraire, les enfants se sont dit que c'est une bonne affaire, on va le faire, nous, le mot, on va se déplacer, on va se moderniser, puis on va mieux se repositionner dans notre territoire. Puis on va aller, oui, dans le parc industriel, c'est une bonne place pour nous autres qu'on soit là, et non pas dans le milieu du centre-ville. Puis enfin, les réserves foncières pour développement. Alors, encore une fois, là, ça vous permet d'exercer un contrôle sur l'usage. Bien souvent, on se dit, hey, on a un bon plan de développement commercial, mais les terrains ne nous appartiennent pas. Alors, on fait quoi avec ça? Alors, dans la mesure du possible, quand on peut prendre, dans le fond, des moyens pour avoir une maîtrise du foncier, de telle sorte que c'est vous qui devenez les vendeurs à ce moment-là du territoire en acceptant ou refusant les propositions qui ne vous satisfont pas. Enfin, il existe d'autres choses là, qui existent comme type d'action envisageable, mais ça, c'était une réponse, entre autres, à une ville, entre autres, qui cherchait à faire des modifications importantes sur son territoire. 3, je vais vous parler de certaines initiatives liées à la COVID. Oui, le report de taxes immobilières, quand c'est possible, ça peut se faire.
Les politiques d'achat local, ça aussi, c'est intéressant dans la mesure où c'est la municipalité qui décide de dire « Moi, je vais être le premier qui va démontrer que la politique d'achat local est valable, ou l'achat régional, si vous préférez. » Alors, donc, de dire « Ben oui, notre quincaillerie va venir d'ici, puis certains types de produits, etc. » On va vraiment faire une discrimination à cet effet-là, en ce sens qu'on va privilégier les gens de notre territoire. Oui, c'est peut-être pas le meilleur prix tout le temps, etc., mais bon, ça se négocie, ces choses-là. Alors, la politique d'achat, c'est bien. Je dirais une certaine flexibilité dans la réglementation. Il y a plusieurs mois, quand je fais un bulletin, moi, sur la fonction commerciale que j'envoie à certaines villes. Puis, il y a un directeur d'urbanisme d'une ville qui me dit « Ouais, mais il dit, tu ne penses pas que ça va devenir un outil que le conseil va utiliser pour rendre facile les implantations pour des produits qui ne sont pas intéressants, mais parce que ça ne va pas bien, on va accepter un peu de tout. » Il y a effectivement ce danger de relaxer trop la réglementation, à trop ouvrir le pantalon, il tombe, là, à un moment donné. Alors, donc, flexibilité, ça peut être, par exemple, dans les permis de terrasse, ça peut être dans les types de besoins de stationnement temporaire que les gens ont besoin parce qu'il y a de l'approvisionnement au magasin, j'arrête, je prends mon stock, puis je repars, etc. C'est plus dans cet esprit-là d'aider, dans le fond, la fonction commerciale. Je comprends que je ne parle pas des autres fonctions, mais je parle plus spécifiquement de celle-là. On peut parler d'assistance financière aussi. Ça, c'est plus le volet économique, le volet développement économique. Ce n'est pas la ville qui peut faire ça. Où il y a des sociétés de développement économique qui sont des paramunicipales bien dégagées, qui permettent à ce moment-là d'avoir certains budgets pour donner des influences, donner de l'aide financière aux PME. Ça peut prendre différentes formes. J'ai écrit ici un prêt sans intérêt, mais ça va avoir plein d'autres choses. J'en donne d'autres exemples immédiatement. Par exemple, les services conseils. Je connais une MRC où les gens ne sont toujours pas rentrés à leur bureau, mais ils sont presque la langue à terre, juste à faire du suivi auprès des entreprises sur leur territoire, tant industriel que commercial, à offrir des services conseils en termes de gestion financière, gestion d'inventaire, gestion de la clientèle. Ce sont donc beaucoup de travail invisible qui ne paraît pas, mais qui aide beaucoup les entreprises dans cet effet-là, parce que tout est nouveau pour tout le monde dans ce milieu-là. Conception de guides pour entreprises, ça ici, ça vise plus spécifiquement les municipalités qui peuvent, par exemple, rédiger certains guides sur comment faire des permis en ligne, parce qu'il y a beaucoup d'automatisation maintenant de formulaires, dans le fond, pour les municipalités, là, qui devient un enjeu intéressant. Donc, comment aider, comment supporter ce genre d'initiative-là, comment détailler des protocoles d'assainissement selon les types d'entreprises. Enfin, il y a toute une série de guides. Du côté américain, ils sont plus développés, je dirais, là-dessus. Ils en ont fait plusieurs types d'exemples. Il y a des types de guides qu'on peut voir aussi sur le web qui donnent une idée de comment on développe des politiques d'aide aux entreprises. Puis, les services conseils pour des plateformes web. Extrêmement important. On n'évitera pas le fait que, oui, il y a un peu plus d'achats sur Internet. Non, c'est pas toujours facile. Non, on peut pas tout vendre sur Facebook. Alors, donc, ça prend aussi des services souvent un petit peu plus étoffés pour pouvoir le faire. Je discutais cette semaine avec un responsable d'une société de développement commercial à Montréal, donc qui ont du budget, là, c'est de façon extraordinaire. Mais il se dit, tu sais, il dit, parce qu'on n'a plus besoin de fermer la ville pour faire des ventes trottoirs, que j'étais obligé d'assumer. Il dit, ça me coûtait 90 000 par année juste payer les blocs en guillemets pour les gars de la ville pour qu'ils les installent. Je peux prendre maintenant cet argent-là, moi, puis aller leur donner un coup de main aux entreprises à faire des sites web, puis à vendre, entre guillemets, à davantage, d'abord à leur clientèle locale qui va se déplacer autant qu'avant, et aussi à d'autres types de gens. Donc, il y avait une aide potentielle en réaménageant certains budgets pour aider les entreprises à faire des initiatives sur le web. Enfin, je vais vous présenter d'autres choses un peu plus larges. L'économie sans contact, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ça, là, c'est juste illustrer quelques points. La livraison de restaurants, il y avait, avant la pandémie, 16 % des gens qui l'utilisaient. Vient d'utiliser pendant la pandémie 8 % supplémentaires, mais intention de continuer. 42 % des gens se disent, je vais continuer d'utiliser la livraison de restaurants. Donc, on va donner un oomph vers le haut à ce type d'activité. Livraison de supermarché, c'était une farce avant le supermarché quand on parlait sur Internet. Là, soudainement, ils se sont alignés puis ont commencé à être un peu plus actifs. Donc, on a une augmentation, là aussi, de livraison de ce point de vue-là. Cueillette sur rue de la commande de resto, on l'appelle et on va le chercher. Vous savez, c'est besoin de stationnement, encore une fois, qu'on a besoin de façon temporaire. Achat en ligne, cueillette en magasin. Ça, c'est très utile. Je pense que les premiers à le faire, c'est les Home Depot, les Canadian Tire ont commencé à le faire en disant, achetez, appelez-nous, venez en magasin, on va vous donner un endroit particulier où vous stationnez, vous l'avez vécu sûrement. Et puis, donc, ça fonctionne très bien. Les gens viennent avec le paquet, pas besoin d'aller le chercher. Ça pesant, etc. Donc, c'est une initiative drôlement intéressante à ce point que je pense qu'ils vont la maintenir, ce type d'initiative-là, plutôt que de dire, OK, on arrête parce que la pandémie est terminée, donc on continue de le faire. Donc, des modifications de comportement dans les commerçants, puis aussi qui est bien accepté de la part des détaillants, des consommateurs, à modifier leur façon de faire.
Une économie des casaniers aussi. Alors, on s'aperçoit qu'il y a eu des déplacements de budget du voyage vers d'autres choses. On ne voyage plus, mais on peut faire autre chose. On peut voyager par le goût. On va faire davantage de cuisine. Donc, équipements et articles de cuisine qui vendent sont comme ça. Rénovation, bien sûr. Il n'y a plus moyen d'avoir des 2x4 nulle part. Il n'y en a plus nulle part dans les marchés. Alors, amélioration de l'habitat, 31 %. Exercice physique. Les gens se disent, on va recommencer à faire l'exercice à la maison. On voit combien de temps ça va durer. Et puis, donc, aussi l'immobilier associé au travail. Alors, j'ai vu des gens chercher des chaises exceptionnelles, puis des bureaux, puis des lumières, etc., pour pouvoir faire leur petit bureau de travail chez eux. Et puis, donc, ça a été une économie. J'ai découvert des entreprises que je ne savais pas qu'ils existaient au Québec qui faisaient ce genre d'initiative-là. Donc, drôlement intéressant. Donc, il y a un transport, si vous voulez, de budget qui a donné lieu à des sources là, intéressantes de nouvelles plateformes de vente. En résumé, rapidement, donc, sur ces opportunités-là, il existe ici des opportunités territoriales importantes, très importantes. Au niveau commercial, je pense qu'ils valent la peine d'être étudiés davantage. Moi, ce que je fais quand je fais ce genre d'analyse-là, ce n'est pas une étude de marché sur 91 types de magasins que je fais. Je fais une évaluation macroéconomique en disant ça justifie les implantations. A priori, ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. 2, on ne peut pas attendre que ça vienne du Père Noël municipal. Il faut que ce soit vous qui soyez les maîtres d'œuvre là-dedans, en ce sens que, est-ce que vous avez un intérêt à vous engager davantage, dans le fond, à l'amélioration du développement économique de votre territoire? Vous allez me dire, oui, on veut tous le faire, mais il y a des petites actions particulières qui peuvent être intéressantes. La notion de prendre le directeur des finances, par exemple, de votre municipalité, puis de faire un petit comité sur quelles sont les 10 initiatives qu'on pourrait mettre de l'avant dans le temps et qui permettraient de rehausser systématiquement un peu nos revenus fonciers, outre l'augmentation des taxes à nos clientèles. Alors, par exemple, cet engagement municipal peut être intéressant. La gestion des espaces aussi à remodeler sur le territoire, y en a-t-il? Il y a plusieurs municipalités qui mettent sur pied des petits comités qui permettent de dire quels sont dans l'ensemble du territoire tous les endroits où on pense qu'on pourrait refaire quelque chose avec ça. Puis ça ne veut pas dire que, oui, je le connais, puis il n'est pas fin, puis il ne vendra pas. Puis non, c'est un endroit qui se prête très bien à, éventuellement, on n'est pas en train de l'acheter, on n'est pas en train de le déplacer, mais on peut déjà identifier ça. Quand vous mettez ça sur une carte, ça peut être assez surprenant de voir ce que vous pourriez avoir comme potentiel. Puis 2, coffret, capacité d'intervention locale. 3, la Ville a des outils fonctionnels importants, plus que vous pensez. Le coffre à outils est large sur ce que vous pouvez faire en termes d'amélioration de la fonction commerciale sur le territoire. Il s'agit de... Encore une fois, on ne part pas avec un outil. Si je pars avec un marteau, les seuls projets que je vais avoir, ça va être des projets de marteau. Fait qu'on part avec un coffre à outils un peu plus large pour pouvoir dire, voici ce que je pourrais faire localement sur le territoire. Puis ça, il y en a pas mal. Maintenant, ça prend une vision qui va au-delà de l'urbanisme local. Il faut que je puisse dire, bien là, on parle-tu de développement commercial? Vous pourriez faire la même chose en développement industriel, comprenez-moi bien. Là, je ne suis pas en train de dire ça au détriment d'eux. Mais la même chose se fait au niveau commercial et de dire bien, quelles sont les initiatives dont on dispose pour y arriver. C'est bon? Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup.